Bonjour à tous. Je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui. Je m'appelle François Zaninotto et je dirige un atelier d'innovation digitale qui s'appelle Marmelab. Et je suis ici pour vous parler de la blockchain. Qu'est-ce que c'est que la blockchain? À quoi ça sert? Est-ce que c'est important? Alors, à cette dernière question, il y a des visionnaires qui répondent que la blockchain est aussi révolutionnaire qu'Internet. Et rien que ça. Alors si c'est le cas, vu comme Internet a transformé notre vie quotidienne en à peine 10 ans, alors la blockchain mérite bien une petite explication. Et pour comprendre la portée de la blockchain, il faut remonter à un de nos besoins fondamentaux, qui est le besoin de confiance. Quand vous étiez petit, on vous a appris à ne pas faire confiance à des inconnus, mais en grandissant, vous avez bien dû apprendre à faire confiance. Par exemple, pour acheter à manger à des gens que vous ne connaissiez pas, ou pour choisir un employeur. La confiance, elle se bâtit d'abord sur la proximité avec les gens que vous connaissez, et puis rapidement sur des intermédiaires. Un intermédiaire de confiance, ça peut être par exemple une marque. Tenez, une marque de jambon. Une marque de jambon, elle regroupe plusieurs producteurs différents, mais comme vous avez confiance dans la marque, vous mangez les yeux fermés. On fait beaucoup confiance grâce à ces intermédiaires que sont les marques, mais aussi les notaires, les banquiers. Tous ces intermédiaires, ils dépensent vraiment beaucoup d'argent pour se construire une réputation qui ensuite leur permet de gagner votre confiance. Et cette question de la confiance, elle est encore plus sensible sur Internet. Vous savez, le royaume du spam, du piratage, du rançonnage. Internet, c'est encore un Far West où on ne confie pas son adresse email au premier venu. Et peut-être que comme moi, vous cherchez le logo Visa quand vous faites un paiement CB. Donc trouver des intermédiaires de confiance, c'est donc indispensable sur Internet. Le problème, c'est qu'une fois qu'il a votre confiance, un intermédiaire, il peut en abuser. Quand vous avalez ce bon produit bien rose, là, vous ne vous doutez pas que sa couleur vient du nitrite de sodium, qui est un cancérigène probable. Et vous avalez surtout de l'eau, du sel et un peu de viande de porc industrielle, gavée d'OGM, d'hormones et d'antibiotiques, et élevée dans des conditions déplorables. Un intermédiaire de confiance, il concentre aussi les risques. Et s'il se fait pirater, c'est tout de suite très grave. Vous vous souvenez peut-être du PlayStation Network. C'était un intermédiaire créé par Sony pour permettre à des joueurs d'acheter des jeux à des éditeurs sur sa console PlayStation. Et cet intermédiaire a été hacké en avril 2011 et plus de 2 millions de numéros de carte bleue ont été volés et puis vendus au marché noir. Alors ça, c'est une histoire parmi des centaines. En fait, plus l'intermédiaire est gros, plus il est rentable de le pirater, et donc plus il subit d'attaques. Donc les intermédiaires de confiance, on les appelle aussi les autorités centrales, ils dictent leurs lois, leurs prix, ils choisissent leurs clients, ils abusent parfois de leur autorité, et puis ils concentrent les risques. Vous voyez peut-être où je veux en venir. Si on se passait d'intermédiaires, on pourrait probablement échanger des biens et des services de façon plus libre, de façon plus économique. Mais dans ce cas-là, qui va sécuriser les transactions? Qui va jouer le rôle que jouait l'intermédiaire de confiance? Et si on programmait les conditions de l'échange et qu'on exécutait ce programme sur une plateforme collaborative et publique? Si cette plateforme d'échange sécurisée, elle était entièrement automatisée et décentralisée, et de fait, on n'aurait plus besoin d'intermédiaires. C'est le pari de la blockchain, et c'est ce que je vais tenter de vous expliquer pendant les prochaines 40 minutes. Notez que si, au lieu de chercher la solution du côté des développeurs, on s'était intéressé à une autre espèce de primate, que sont les bonobos, on serait parti dans une direction sans doute plus intéressante. Vous savez que les bonobos résolvent tous leurs problèmes de confiance par des relations sexuelles. Tu m'as volé ma banane, montre-moi tes fesses, et puis on n'en parle plus. Avouez que cette conférence aurait quand même pris une tournure plus singulière si on avait suivi leur exemple. Mais non, c'est bien par le code et pas par le cul qu'on va essayer de résoudre nos problèmes de confiance. Alors, comment faire? Quel mécanisme utiliser? La solution, elle ne vient pas de la physique fondamentale, elle ne vient pas de la recherche aéronautique. Non, une fois n'est pas coutume, elle vient d'un autre champ d'innovation qui est la finance. Eh oui. Tout a débuté en 2008 par la publication de la thèse d'un certain Satoshi Nakamoto.
et il partageait avec le monde entier son invention, qu'il a baptisée Bitcoin, et il décrivait un système monétaire qui s'affranchit de la nécessité des intermédiaires de confiance de la finance, qui sont les banques. Ce qui est intéressant dans cette publication, c'est pas tant le Bitcoin, même si on va reparler, que la technologie qu'il utilise, la blockchain. Et la blockchain, c'est le nom que Satoshi Nakamoto a donné à la combinaison de 3 innovations majeures. Les réseaux peer-to-peer, la cryptographie asymétrique et un consensus par la preuve de travail. Donc je vais vous expliquer ça en détail. Au passage, ces trois innovations, elles existaient bien avant la blockchain. L'invention de Satoshi Nakamoto, ça a été de les combiner. Et d'ailleurs, Satoshi Nakamoto, c'est qui? Eh bien, personne ne le connaît. Son identité, aujourd'hui, reste un mystère, et si ça se trouve, il n'est pas japonais du tout. Mais il est considéré au même titre que Einstein, Max Planck ou Emmett Brown, comme un des grands savants de ces 100 dernières années. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Les réseaux pair-à-pair, vous connaissez, des réseaux d'échange sans serveur central. Vous en utilisez tous les jours. Tenez, par exemple, est-ce qu'il y a des gens qui ont utilisé BitTorrent au cours de la dernière semaine? Levez la main. Si vous pouvez remettre les lumières, parce que j'ai des gens chez M6 qui ça intéresserait, je vais peut-être prendre une photo. Non, bon. Merci. Donc, un réseau pair-à-pair. Dans un réseau pair-à-pair, un nœud, c'est-à-dire un ordinateur du réseau, met à la disposition des autres un fichier. Par exemple, un RIP du dernier X-Men Apocalypse, une grosse bouse, soit dit en passant. De proche en proche, tous les nœuds copient ce fichier jusqu'à ce que l'ensemble du réseau en possède une copie fidèle. Moi, ça me fait penser évidemment à la multiplication des pains par Jésus-Christ, sauf que là, c'est en quelque sorte une multiplication des bouses. L'idée géniale de la blockchain, c'est d'utiliser la technologie peer-to-peer non pas pour partager des films, non pas pour partager de la musique, non pas pour partager des jeux piratés, mais pour partager, vous allez voir, c'est vraiment génial, un registre comptable. C'est vous dire à quel point Satoshi Nakamoto était un grand déconneur. Donc, tout le monde partage le même registre, et chaque fois qu'un nœud ajoute une ligne dans ce registre, eh ben, cette modification est automatiquement répliquée de proche en proche sur toutes les copies, dans tous les nœuds. Pour mémoire, un registre comptable, ça ressemble à ça. Une liste ordonnée de transactions entre 2 identifiants de compte. Et au passage, je vous présente Alice, Bob et Charlie, qui sont souvent utilisés pour incarner les parties d'un échange électronique. Bon, je vous ai dit que n'importe quel nœud peut ajouter une ligne dans ce registre. Mais alors, comment éviter que Bob émette une transaction au nom d'Alice? Ce qui serait une fraude. Autrement dit, comment faire pour que seule Alice puisse ajouter une ligne où elle est notée comme expéditeur? Et c'est là qu'intervient la cryptographie asymétrique. Alors vous savez, c'est un truc compliqué que vous avez probablement jamais compris, qui repose sur des nombres premiers et qui est à la base de SSH et de HTTPS. En fait, c'est assez simple. On prend 2 grands nombres premiers de plus de 100 chiffres chacun, on les combine grâce à une formule mathématique et on obtient 2 nouveaux nombres, l'un qu'on garde pour soi, qu'on appelle la clé privée, et l'autre qu'on diffuse, et ça c'est la clé publique. Voilà à quoi ressemble une paire clé privée, clé publique. C'est illisible, mais c'est pas grave, en fait on ne vous demande jamais de la lire, c'est votre ordinateur qui la conserve. Et d'ailleurs, c'est un gros progrès par rapport au mot de passe dont on doit se souvenir et qu'on oublie toujours. Mon petit cousin Kevin, par exemple, il oublie tout le temps son mot de passe Facebook. Et ben un jour, il en a eu assez de répondre à des questions de sécurité toutes les semaines. Alors, il a pris une mesure radicale. Il s'est tatoué son mot de passe sur le bras. Voilà. S'il avait pensé à la cryptographie asymétrique, il aurait évité une attaque à son père. Donc, comment est-ce qu'on utilise ces 2 clés? L'usage le plus courant, c'est de crypter des messages. Si Alice a créé une paire de clés, elle peut diffuser la clé publique, c'est la verte, à tout le monde. Et Bob, qui récupère cette clé, peut l'utiliser pour chiffrer un message et l'envoyer à Alice. Et il n'y a que la clé privée d'Alice, c'est la rouge, qui peut déchiffrer ce message. Donc le message, il est secret pour tout le monde, sauf pour son destinataire. Et c'est ce qui est utilisé pour la communication sécurisée sur Internet, c'est le fameux protocole TLS qui est utilisé dans HTTPS. À l'inverse, Alice, elle peut utiliser sa clé privée pour chiffrer un message et diffuser sa clé publique pour que tout le monde puisse la déchiffrer. Alors vous allez me dire, mettre un message dans un coffre-fort en donnant la clé à tout le monde, ce serait
serait pas un petit peu crétin? Eh bien, en fait, non, parce que ce qui est intéressant ici, c'est pas tant le cryptage, c'est que comme Alice est la seule à disposer de la clé privée, il n'y a aucun doute sur l'identité de l'expéditeur. C'est comme si Alice avait signé son message de manière infalsifiable. Et c'est cette signature électronique, issue de la cryptographie asymétrique, qui est utilisée dans la blockchain. L'expéditeur, il va signer chacune de ces transactions avec sa clé privée. C'est donc le seul à pouvoir transférer de l'argent depuis son propre compte. Et en plus d'authentifier l'auteur d'une transaction, la signature, elle empêche la répudiation d'une transaction. Et oui, Alice, elle ne peut pas prétendre qu'un autre utilisateur a déclenché la transaction à sa place, donc elle ne peut pas l'annuler. Et ça, c'est un énorme gain de sécurité par rapport à la signature manuscrite qui ne protège pas assez des fraudes. Aujourd'hui, contrefaire une signature, c'est à la portée d'un gamin de 6 ans. Enfin, peut-être 7. Alors, maintenant, les transactions sont authentifiées, mais on n'est pas encore sûr qu'elles soient légitimes, parce que si Alice ajoute une transaction au registre, bah, qui dit qu'elle dispose de l'argent qu'elle transmet? Qu'est-ce qui l'empêche d'envoyer de l'argent imaginaire? Si vous avez fait un tout petit peu de compta, vous savez comment ça marche. En fait, en rejouant les transactions dans l'ordre, on peut calculer le solde d'un compte. Donc si Alice avait 20 $ au début et qu'elle envoie 2 fois 10 $, bah à la fin, elle n'a plus rien. Et si elle veut renvoyer 10 $ après ça, normalement, ces transactions devraient être refusées parce qu'elle ne les a pas. Donc en pratique, chaque nœud d'un réseau peer-to-peer doit faire ce calcul de rejouer l'ensemble des transactions d'une personne pour être en mesure de valider la prochaine. Alors je vous ai dit, il faut rejouer les transactions dans l'ordre, mais dans quel ordre en fait? On ne peut pas faire confiance à la date qui est indiquée par l'expéditeur parce que rien n'empêcherait d'antidater ou de post-dater une transaction. Donc cette date, en fait, elle ne sert à rien. Et en pratique, dans la blockchain, on ne l'indique pas. Et on ne peut pas non plus se fier à la date de réception dans un nœud parce que cette date, elle varie significativement dans un réseau peer-to-peer. Je vous rappelle, le transport, il se fait de proche en proche. Et donc, 2 transactions envoyées au même moment peuvent arriver dans un ordre différent dans 2 nœuds du réseau. Regardez, dans cet exemple, Alice, elle n'a que 10 $ en banque. Elle a dépensé tout le reste pour s'acheter des bons becs, peu importe. Donc, elle va pourtant réussir à dépenser 20 $. Comment elle va faire? Il lui suffit d'envoyer 2 fois ces 10 $ à 2 personnes différentes, Bob et Charlie, au même moment. On appelle cette arnaque la double dépense. Parce qu'en fonction de la propagation dans le réseau peer-to-peer, chaque nœud va accepter une transaction, la première qu'il a reçue, et refuser l'autre. Et donc il est tout à fait possible que Bob et Charlie soient tous les deux convaincus d'avoir reçu une transaction légitime en fonction de l'ordre dans lequel ils reçoivent. Donc il va falloir trouver une astuce pour mettre tout le monde d'accord. Tout le monde d'accord sur l'ordre des transactions. Et pour mettre tout le monde d'accord, il existe une technique imparable, c'est de montrer une photo de chaton. Là, normalement, tout le monde dit qu'il est mignon, et on oublie ses désaccords, sauf que, bah, désolé de vous décevoir, mais les nœuds d'un réseau peer-to-peer n'aiment pas les chats. Donc on va devoir trouver un autre moyen, et ce qui nous amène à la preuve de travail. Alors je vous rappelle le besoin, mettre d'accord tous les nœuds d'un réseau sur un ordonnancement de transactions. Mettre d'accord, trouver un consensus, ça c'est un problème courant sur les systèmes distribués. Il y a plusieurs algorithmes pour y parvenir, dont la preuve de travail. Alors je vais avoir besoin de 5 minutes de votre attention. L'idée de la preuve de travail, c'est simple. On groupe les transactions dans des blocs. Chaque bloc référence le bloc précédent. Donc il n'y a qu'une seule suite de blocs, une seule chaîne de blocs. Cette chaîne, elle est répliquée dans tous les nœuds du réseau. Et donc si la transaction F est dans le nœud 21, celui du milieu, que la transaction E, elle est dans si la transaction F est dans le bloc 21, si la transaction E, elle est dans le bloc 22, qui est le dernier, alors tout le réseau qui partage la même chaîne s'accorde sur le fait que la transaction E est postérieure à la transaction F. Donc on a réussi à ordonner les transactions. Et avant de finir dans un bloc, les transactions sont dites en attente et sont donc ni confirmées ni ordonnées. Un petit point de vocabulaire, les transactions elles finissent bien dans un bloc et pas au bloc, parce que vraiment on souhaite ça à personne, pas même à une transaction financière. Alors comment on crée un bloc avec ces transactions en attente? Eh bien c'est assez simple, les nœuds du réseau
ils essayent tous de créer un nouveau bloc en même temps. Et pour savoir lequel de ces blocs sera considéré comme légitime, parce qu'il peut y en avoir qu'un, chaque nœud lance 2 dés. Et le premier nœud qui fait un double 6, il gagne le droit de publier son bloc local sur le réseau. Et oui, la blockchain, c'est un peu des ordinateurs qui jouent au Yams. Le bloc gagnant, il sera répliqué dans tous les autres nœuds, et toutes les transactions seront considérées comme légitimes, et ainsi la chaîne publique s'allongera d'un bloc. Pour être exact, les nœuds d'une blockchain, ils ne jettent pas 2 dés, ils en jettent une tétrachier. Sur la blockchain Bitcoin, la probabilité actuelle de créer un bloc gagnant est de 9,18 fois 10 puissance moins 22. C'est bien un nombre tout petit avec 21 zéros après la virgule. Alors d'où vient cette probabilité? Je vous explique. Au lieu de jeter des dés, un nœud il va utiliser une fonction de hachage. Une fonction de hachage, vous avez peut-être entendu parler de checksum, MD5, SHA-1. C'est une fonction non réversible qui calcule une signature courte pour une chaîne de caractères. Dans la blockchain, on va hacher l'identifiant du bloc précédent, les identifiants des transactions du bloc qu'on essaie de former, et une chaîne aléatoire. Et ça, en le passant dans cette fameuse fonction de hachage, ça donne une chaîne de chiffres et de lettres, le hash, et un nœud gagne le droit de diffuser son bloc sur le réseau si le hash qu'il forme comporte un grand nombre de zéros dans ses premiers chiffres. Donc gagner, ça demande beaucoup de chance, puisque c'est une chaîne qui est quasiment aléatoire. En fait, ça demande beaucoup de tentatives, donc beaucoup de travail, d'où le nom de preuve de travail. Et dans toute la blockchain, il se forme un seul bloc toutes les 10 minutes environ. D'ailleurs, le nombre de zéros nécessaire pour avoir un hash gagnant s'ajuste pour que le temps de formation d'un nouveau bloc reste constant, même quand le nombre de nœuds varie dans le réseau. Et pour récompenser les nœuds qui participent à cette grande loterie, le système leur attribue une somme fixe à chaque fois qu'ils arrivent à former un bloc. C'est d'ailleurs comme ça que la crypto-monnaie se crée. Avant le premier bloc, il n'y avait pas un seul bitcoin, et le montant au global augmente toutes les 10 minutes. Et comme chercher des blocs rapporte de l'argent si on a de la chance, on a appelé ça miner. Mais à l'inverse des vraies mines, où c'est des jeunes enfants réduits en esclavage qui creusent, le minage sur la blockchain est effectué par des machines, en général majeures. Donc la monnaie virtuelle elle se crée en respectant les droits de l'homme virtuels. Au passage, le hash d'un bloc, il est utilisé comme identifiant de ce bloc. Et je vous l'ai dit, chaque bloc connaît l'identifiant du bloc précédent. Et grâce à ce système, si Alice elle veut remplacer une transaction existante dans la chaîne, ça ne va pas être de la tarte, parce que non seulement elle devra réussir à trouver un identifiant de bloc valide avec sa nouvelle transaction, mais comme les blocs suivants référencent l'ancien identifiant du bloc, elle devra aussi remplacer tous les blocs suivants, et donc trouver des identifiants gagnants pour chacun. Et si former un bloc, c'est déjà très coûteux, former plusieurs blocs à la suite, c'est tout simplement hors de prix. Et voilà, c'est tout. En assemblant ces 3 technologies, Satoshi Nakamoto il a effectivement créé un réseau transactionnel, distribué et sûr, sans qu'il soit nécessaire de faire confiance à qui que ce soit dans le réseau. Et ça, c'est formidable parce que même si le réseau contient un mouton noir, un pirate, un espion de la NSA qui souhaite voler de l'argent, en fait, il n'a aucune chance. Disons que ce mouton noir, c'est Alice. Bon, vous allez me dire, cette Alice qui avait l'air toute mignonne au début et commence à prendre l'envergure d'un criminel international. Ça m'a intrigué aussi, et j'ai mené mon enquête. Qui est vraiment Alice? Pourquoi est-ce qu'elle est si méchante? J'ai le plaisir de vous dire qu'au terme d'une recherche portant sur des milliers de comptes Facebook à travers 5 continents, j'ai retrouvé Alice. Et pour la première fois, en exclusivité mondiale, mesdames et messieurs, voici sa photo. Alice s'appelle en réalité Sébastien, il vit chez sa mère, à Chemirel-Gaudin, dans la Sarthe. Et sa vie n'est pas rose, parce que chaque fois que Sébastien arrive à former un bloc qui contient une transaction frauduleuse, 10 minutes plus tard, ce bloc est remplacé par un autre, un vrai, et la transaction frauduleuse est effacée. Satoshi Nakamoto, il a calculé que le réseau reste sûr tant que la moitié des mineurs jouent franc jeu. C'est donc extrêmement coûteux et en pratique infaisable de casser une blockchain, puisqu'il faut déployer la moitié, une quantité de serveurs gigantesques pour posséder la moitié du réseau. C'est donc le nombre qui crée la sécurité, un peu comme dans une assurance. Vous ne connaissez pas les autres membres de l'assurance, c'est pourtant grâce à eux que votre voiture est réparée. Bon, vous avez compris comment ça marche, c'est pas si compliqué. La question qui vient tout de suite après, c'est mais à quoi ça sert?
Eh ben, en fait, sur la base de la blockchain, on peut imaginer plein de services, des services qui suppriment ces fameux intermédiaires de confiance. On dit des services qui font de la désintermédiation. La plus célèbre de ces applications, c'est bien évidemment Bitcoin, un système financier entièrement décentralisé, sans banque, sans terminaux de paiement. Ça marche tellement bien qu'on peut payer des vrais objets avec des bitcoins. Son café, des ordinateurs, de la drogue. Les transactions sont bon marché et intraçables, donc c'est un moyen idéal pour frauder le fisc. Mais il y a plus. La blockchain, elle permet aussi de distribuer des petits programmes avec une mini base de données qui vont être répliqués dans chaque nœud. On appelle ça des contrats malins, des smart contracts. Je vous donne un exemple. Alice, vous vous souvenez d'Alice, choisit de donner 10 $ à Bob, mais que Bob ne pourra utiliser que le jour de son anniversaire. Et donc elle va coder cette condition dans un petit programme qu'elle va accoler à la transaction de Bob. Et l'exécution de ce programme est garantie par la blockchain. Donc il est aussi sûr qu'un contrat en bonne et due forme. Il n'y a même pas besoin de tribunal pour le faire appliquer, parce qu'en fait, il ne peut pas y avoir de litige. Le code, c'est la loi. Et donc, avec un smart contract, on peut par exemple certifier des documents. Parce que de nos jours, vous l'avez vu, un coup de Photoshop suffit à falsifier une signature ou un bulletin de paye, donc il va bien falloir trouver mieux. Il y a une start-up qui s'appelle BitProof, qui offre un service équivalent à celui d'un acte notarié. Vous leur envoyez n'importe quel document, quelques bitcoins en paiement, et puis ils vont vous renvoyer le document signé, tamponné, daté, certifié conforme. Et en prime, ce document il sera embarqué dans un bloc et recopié sur tous les nœuds de la blockchain, donc ultra redondé. Alors votre notaire de famille qui avait déjà pris un coup dans l'aile avec Macron et Montebourg, il ne va peut-être pas s'en relever. Un smart contract, ça permet d'enregistrer la propriété d'un bien. Aussi, ça permet éventuellement de la programmer. On appelle ça la smart property. Imaginez que la serrure de votre appartement soit branchée sur la blockchain. Si vous voulez louer votre appartement pour un week-end, plutôt que de faire appel à Airbnb, publiez un smart contract avec un système d'enchères et le gagnant pourra gagner une clé unique, non répudiable, qu'il pourra par exemple télécharger sur son mobile et qui lui garantira l'ouverture de la porte pendant la durée de la location. Pas avant, pas après, et qui vous garantira à vous le paiement de la location. Et ça, c'est le chemin qu'explore Slowkit, qui est une start-up allemande. Là, vous allez peut-être me dire, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui arrive à cette serrure connectée s'il y a une panne d'électricité? Eh bien, vous n'avez plus qu'à casser un carreau, rameuter les voisins et finir arrêté comme le seul homme sur Terre qui sait cambrioler lui-même. Donc la solution n'est pas encore tout à fait parfaite. Si on pousse l'idée un peu plus loin, on peut même imaginer un service de covoiturage sans autorité centrale. Un blablacar sans blablacar, en somme. C'est l'idée qu'a suivi Lazouz, une start-up israélienne. Alors leur levée de fonds n'a pas abouti, mais ils ont quand même gardé le nom Lazouz, parce que c'est quand même un des meilleurs noms de produits qu'on ait fait depuis bien longtemps. Les transactions d'une blockchain, ça peut aussi être des paris. Il y a un site qui s'appelle Augur qui propose une plateforme de prédiction collaborative et décentralisée. En fait, c'est une plateforme de paris en ligne où n'importe qui peut être bookmaker. Vous voulez miser sur le prochain président des États-Unis, c'est possible. Voilà. Alors pour l'instant, Augur utilise de la monnaie de singe parce que le site est en bêta. Et d'ailleurs, quand on voit les cotes qui ressortent, espérons que les parieurs sont aussi des bêtas, parce que sinon on ne va pas rigoler longtemps avec notre blockchain. La blockchain, elle permet aussi la création de sociétés sans dirigeants. Et oui, parce que qu'est-ce que c'est qu'un manager, sinon un intermédiaire entre un actionnaire et un grouillot? Donc la DAO, c'est ça, c'est une Decentralized Autonomous Organization, c'est un groupement de capital risqueurs, une plateforme de crowdfunding, un peu comme Kickstarter. Ses membres ont versé pour 150 millions de $, dans ce fonds, et les règles d'investissement sont régies par un smart contract. Il n'y a pas d'employé. Mais on va en reparler. Et si vous cherchez un espace de stockage, plutôt que de mettre vos photos de famille sur une clé USB, que vous perdrez de toute façon, pourquoi ne pas profiter d'un cloud décentralisé et crypté, un cloud formé par des individus comme vous et moi qui louent la partie inutilisée de leur disque dur. Et ça, c'est le pari de Storage.io et ça marche sur la blockchain. En fait, je pourrais en lister des tonnes des idées de services basées sur la blockchain. Il en sort un nouveau chaque jour. On les appelle les Decentralized Apps ou DApps.
C'est des applis qui ne s'exécutent pas sur votre smartphone, mais dans la blockchain, qui est du coup une espèce de super ordinateur distribué. Et je résiste d'ailleurs pas à la tentation de vous parler de cette DApp fabuleuse qui s'appelle Studbook et qui se définit comme un Tinder pour les chevaux. Donc, que vous cherchiez un Mustang ou une jument ardennaise, eh ben, Studbook est là pour vous et les mensurations sont garanties par smart contract. Voilà. Je me demande juste comment font les chevaux pour faire glisser vers la gauche avec leurs sabots, parce que c'est quand même pas très pratique. Bon, vous l'avez vu, la blockchain, elle permet en théorie de faire des choses merveilleuses. Mais, et nous, est-ce qu'on peut changer le monde avec? Est-ce que, au-delà du buzz, vous et moi, on peut effectivement développer des applications sur la blockchain? Eh bien, on a voulu vérifier. Alors, pour développer des apps, on utilise en général pas la technologie Bitcoin, qui est un langage de programmation trop rudimentaire. La plupart des apps que je vous ai présentées utilisent plutôt une autre implémentation de la blockchain qui s'appelle Ethereum et qui est aussi open source. Et dans Ethereum, les smart contracts, ils se programment grâce à un langage qui est proche du JavaScript qui s'appelle Solidity. Et les blocs sur Ethereum, ils ne se forment pas toutes les 10 minutes, mais toutes les 10 secondes. Et la monnaie ne s'appelle pas le Bitcoin, s'appelle l'Ether. Alors donc, comme on voulait mettre les mains dans le cambouis, on s'est lancé dans le développement d'une DApp. Et on a choisi de construire un serveur de publicité pour une de nos pages web. Et l'idée, c'était de rémunérer des contributions open source par de la publicité gratuite. Et en référence à un phénomène des années 2000 dont les plus jeunes d'entre vous se souviennent peut-être, on a appelé ça $0 homepage. Le principe est le suivant. Lorsqu'un contributeur pousse du code via une pull request sur un de nos projets open source, sur GitHub, il y a un robot qui va commenter sa contribution, sa pull request, pour le remercier et l'inciter à publier son annonce sur $0 homepage. Et en cliquant sur le lien, le contributeur arrive sur une page sur laquelle il doit s'identifier avec son compte GitHub, on va vérifier son identité, et il pourra uploader une image de son choix. Et cette image se retrouvera sur marmolab.com/$0 homepage, c'est le site de ma société, pendant 24 heures. Ça offre du coup une publicité gratuite aux contributeurs de projets open source. Et ça, c'est un bon cas d'étude pour la blockchain. Comment est-ce qu'on peut implémenter cet ad server, ce serveur de publicité, sans ad server, c'est-à-dire sans autorité centrale? L'architecture qu'on a choisie, c'est la suivante. On a un bot qui reçoit les hooks de merge GitHub et qui commande dessus. Ensuite, il y a une deuxième application, qui est l'appli sur laquelle se connecte l'auteur de la pull request, qui vérifie son compte GitHub, transfère l'image uploadée sur un CDN. Elle inscrit aussi l'identifiant de l'image dans le smart contract. Ça, c'est ce que vous voyez au milieu, la partie blockchain. Une troisième application va regarder toutes les 24 heures dans un smart contract pour savoir quelle est la prochaine publicité affichée. Et elle l'utilise pour remplacer l'image en cours que tous les visiteurs verront ainsi pendant 24 heures. Ce que fait la blockchain dans cette architecture, en fait, c'est pas grand-chose. Le smart contract, il contient juste une queue des pull requests réclamées par leurs auteurs. Et là, vous voyez une première limitation, c'est qu'on ne peut pas faire des applications un tant soit peu sophistiquées uniquement avec la blockchain. On a besoin de pas mal d'autres composants serveurs nécessairement centralisés. Et la dernière fois que j'ai donné cette conférence, j'ai perdu 2-3 personnes dans le public, notamment une jeune fille qui s'appelait Sophie Fonfec, c'est véridique. Si vous venez de décrocher, pas de panique, c'était le seul slide pour les geeks. Enfin non, j'en ai encore juste un, ça c'est le code de notre smart contract. Alors donc c'est un peu comme une classe qui peut contenir des données. Voilà, donc ça c'est le code qu'avait pas non plus bien lu Sophie Fonfec, le code de notre smart contract qui est un peu comme une classe qui peut contenir des données, dans notre cas c'est la liste des pull requests réclamés, et des méthodes, par exemple une méthode pour vérifier et ajouter une pull request. Tout ce code il est open source, donc vous pouvez le regarder en détail après la conférence si vous le souhaitez, vous abîmez pas les yeux maintenant. Donc on peut voir un smart contract comme une mini API avec sa propre base de données. C'est écrit dans ce langage qui s'appelle Solidity. Et l'étape d'après, c'est de déployer le contrat dans un nœud. Alors rassurez-vous, vous n'aurez pas besoin de faire un nœud pour déployer un contrat dans un nœud. Donc, je vois qu'il y en a quelques-uns au fond de la salle qui sont soulagés. Tout va bien. Ethereum procure une ligne de commande qui permet de faire ce déploiement dans un nœud très, très facilement. Et donc pour tester notre contrat d'ad server, on l'a chargé sur une blockchain privée, montée sur nos propres serveurs, pas connectée à l'extérieur. Et notre contrat s'est répliqué automatiquement sur tous les nœuds, de proche en proche, et on a pu appeler ces méthodes depuis un serveur
en Node.js. C'est les autres acteurs que vous voyez sur mon schéma d'architecture. On a eu pas mal de mauvaises surprises, pas mal de difficultés. Je vous en donne 2 exemples. Quand on appelle une méthode d'un contrat qui modifie les données, la réponse, elle ne vient pas tout de suite. Il faut d'abord que la transaction elle soit minée par un bloc du réseau. Donc en pratique, la réponse à un appel en écriture, c'est un numéro de transaction, comme un récipicé de la préfecture quand vous faites une demande de passeport, vous savez. Et pour avoir la réponse, il faut appeler régulièrement, comme vous appelez la préfecture toutes les semaines, et se fader, vous savez, la petite musique d'attente. Bienvenue à la préfecture du 93. Toutes nos lignes sont actuellement occupées, veuillez renouveler votre appel dans 6 mois. Donc avec la blockchain, c'est pareil, il faut interroger le réseau, toutes les 10 secondes à peu près, c'est le temps de création d'un bloc, jusqu'à obtenir la confirmation de l'enregistrement de la transaction. Autre surprise, le code qu'on déploie sur la blockchain, il est immutable. Il est là pour toujours. S'il contient un bug, on ne peut pas le corriger. Il faudra déployer un autre contrat, en n'oubliant pas d'ailleurs d'y inclure un moyen de récupérer les données du contrat original. Dans notre cas, la file des pull requests. L'ancien contrat, il restera là, à tout jamais, dans la blockchain, avec ses bugs et avec les transactions passées. Ça, je peux vous dire que ça ne facilite pas le debug. L'étape d'après, c'est le passage d'une blockchain privée, qui était sur nos serveurs de test, à la blockchain publique, la vraie blockchain Ethereum, qui contient à peu près 6500 nœuds à l'heure actuelle. Et pour ça, il nous faut de l'Ether. Alors, pas de l'Ether pour le sniffer, on est des bad boys, mais quand même pas à ce point-là. Il faut de l'Ether, la fameuse crypto-monnaie du réseau Ethereum. Et oui, parce que les nœuds du réseau, ils ne vont pas exécuter les transactions qu'on leur envoie, à moins qu'on l'accompagne d'un peu d'Ether pour dédommager du temps de calcul. Et pour obtenir de l'Ether, vous pouvez soit l'acheter sur une place de marché, où son coût varie selon l'offre et la demande, soit la miner. Je vous ai parlé tout à l'heure du minage. Et bien nous, on a testé le minage. On a fait tourner une grosse instance Amazon, une grosse instance EC2, et au bout de 3 jours, elle a réussi à former un bloc. Le bloc que vous voyez affiché ici. Et on a obtenu 5 Ethers en récompense de ce bloc-là. Ça nous a coûté un peu plus de 50 $ en frais Amazon, sachant qu'à l'époque, le prix de revente de ces 5 Ethers était d'environ 55 $. Donc c'était à peu près rentable de miner notre Ether. Et d'après nos calculs, ces 5 Ethers, ils étaient suffisants pour faire tourner notre ad server 0 $ on page pendant 7 ans. Et après pas mal de déconvenues, on a réussi à déployer notre contrat sur Ethereum et à l'appeler depuis nos serveurs en Node.js. Et ça a l'air de rien, mais je peux vous dire qu'on était vraiment content d'y arriver. Ce que vous voyez là, c'est l'adresse de notre contrat et toutes les transactions qui y sont liées. D'ailleurs, tout est public hein, sur Ethereum et sur les autres blockchains. Tout le monde peut voir toutes les transactions, même si elles sont anonymes, d'une clé publique à une autre. Vous voyez, c'est des clés cryptographiques dans les expéditeurs et destinataires. Et donc, il aura fallu 4 semaines à 2 développeurs chevronnés pour arriver tant bien que mal à faire marcher notre contrat et ce prototype qui est, vous l'avouerez, pas révolutionnaire. Les développeurs, ils ont lutté avec une doc pas à jour, ils ont dû faire face à des bugs impossibles à localiser, impossibles à qualifier. Ils sont arrachés les cheveux à cause de mises à jour intempestives qui faisaient qu'un code qui marchait le matin ne marchait plus l'après-midi. Et ça m'amène à la 4e et dernière partie de mon exposé, la vérité sur la blockchain. Parce que en développant notre propre DApp, on a compris tout un tas de choses qu'on ne lit pas sur Internet. Tout un tas de trucs qui ne sont pas vraiment à l'avantage de la blockchain. D'abord, je vous l'ai dit, la technologie, elle n'est pas prête. On en a fait les frais. Les exemples de code qu'on trouve sur Internet, vous les copiez, ils ne marchent pas. Les développeurs, ils en bavent tellement qu'ils demandent à changer de projet. Alors, vous savez, comme c'est difficile de trouver des développeurs qualifiés, s'ils s'en vont à cause de ça, c'est compliqué. Et imaginez, en fait, pour vous représenter la difficulté, que je vous demande de construire une tour de 30 mètres de haut en vous donnant seulement des Lego comme matériau de construction. Voilà, ça a l'air rigolo au début, et puis vous dites que, quand même, des bonnes vieilles briques auraient quand même mieux fait l'affaire. Eh bien, la blockchain, c'est pire. Et en plus, on n'est pas capable d'estimer le temps d'implémentation d'une fonctionnalité simple, puisque on pense que ça va être simple, et puis on n'y arrive pas, et on essaye, enfin voilà. La techno, elle progresse vite, mais pour l'instant, c'est difficile de parier sur cette technologie qui est très immature. D'autre part, les smart contracts, ils sont en fait pas si smart que ça, ils sont assez stupides. Vous l'avez vu dans notre schéma d'architecture, on ne peut pas leur demander grand-chose. C'est qu'en fait, ils ne peuvent pas communiquer avec le monde extérieur. Les smart contracts, ils sont contraints à la blockchain pour des raisons de sécurité.
Ça veut dire pas d'appel à des API externes. Par exemple, pas d'appel à un service d'authentification comme OAuth. Donc pour faire marcher une DApp, il va falloir pousser toutes les données dans le smart contract. Vous imaginez la complexité. Et ça explique pourquoi les DApp aujourd'hui se restreignent à des cas d'utilisation très simples ou des petites parties d'application. Par ailleurs, les concepts de la blockchain sont complexes, très complexes. J'ai gratté la surface pour essayer de vous donner l'impression de comprendre, mais en vérité, vous n'y comprenez toujours que pouic, et moi non plus, croyez-moi. Essayez de lire un article technique sur la blockchain pour voir. C'est un peu comme essayer de résoudre un Rubik's Cube à 4 dimensions. Vous savez, 80 pièces, 216 faces, 10 puissance 120 combinaisons. Bon, c'est compliqué. Voilà, le résultat, c'est qu'à moins d'être un génie, vos DApp, eh ben, ils vont contenir des bugs. Plein de bugs. On estime que le taux de bugs dans les smart contracts actuellement est d'environ un bug toutes les 10 lignes de code. Des smart contracts qui tournent en production. Et ça, je peux vous dire que les hackers, eh ben, ils se frottent les mains. Ça veut dire que la blockchain, elle ne résout pas encore le problème de la sécurité. Le nombre de vols et de scandales sur les blockchains grimpe chaque jour. Le dernier en date, je vous ai parlé un peu plus tôt de la DAO, vous vous souvenez? Le fameux Kickstarter décentralisé. Eh bien, il y a un hacker qui a dérobé pour 50 millions de dollars d'Ether sur ce smart contract. Et le pire, c'est que ce hacker, il ne peut pas être inquiété. En toute bonne foi, il s'est révélé au public, salut, et il a déclaré qu'il a respecté le mantra de la blockchain, le code, c'est la loi, donc si le contrat contient un bug, c'est la faute de l'auteur du contrat. Lui, il a fait qu'exploiter le code qui était là. Donc le hacker, il n'est pas responsable, on ne peut pas récupérer, aucune police ne peut venir l'attaquer pour récupérer ces 50 millions de dollars. Bon, c'est bien embêtant parce que le manque de sécurité, c'est ce qui nous motive à faire appel à des intermédiaires de confiance. Alors si en supprimant les intermédiaires, on ne garde pas la sécurité, bah, la blockchain, elle ne sert à rien. Et même si on écarte les hackers, mettre la loi dans les mains des développeurs, je ne suis pas sûr que ce soit une si bonne idée. Dans notre imaginaire collectif, un monde gouverné par des machines, ce n'est pas nécessairement le paradis. C'est que les développeurs, c'est des gens plutôt irresponsables. Alors, je dis ça sans méchanceté, hein, c'est juste qu'on ne les forme pas à prendre des décisions politiques ou sociales pour le bien commun. Bon, n'en jetez plus, la blockchain, c'est une techno mal gaulée, vous avez compris, et à ce stade, vous vous dites que vous auriez probablement dû aller voir la conférence plénière, au moins ça vous aurait servi à quelque chose. Eh bien, détrompez-vous, parce que voilà le flux de la caméra de surveillance de la salle d'à côté, ils sont en train de ronquer comme des loirs. Croyez-moi, vous êtes bien mieux ici, et en plus, j'en ai pas tout à fait fini avec la blockchain. Je vous ai dit que les nœuds des mineurs se battent pour créer un bloc toutes les 10 minutes. En pratique, ces nœuds, c'est des fermes de serveurs surboostés qui tournent à plein régime pour mettre à la poubelle le résultat de leurs calculs dans 99% des cas. Eh bien oui, puisqu'il n'y a qu'un seul gagnant, un seul nœud qui arrive à former un bloc toutes les 10 minutes. Et cette stratégie de réplication du registre, vous vous souvenez, chaque nœud contient une copie de l'intégralité des transactions opérées depuis le jour 1. Celui qu'on retient. Vous savez, celui qui s'efface quand tu me remplaces. J'ai une fille de 9 ans. Bon, quand je démarre un nœud, je dois d'abord télécharger et vérifier l'intégralité des transactions depuis le premier jour. Et ça représente des dizaines de gigaoctets. Alors vous voyez le gâchis de stockage, le gâchis de CPU, le gâchis d'électricité et donc d'énergie. Et à l'heure où on s'inquiète du réchauffement climatique, eh ben, les fermes de mineurs sont en fait des radiateurs géants. Et qui paye pour toute cette énergie gâchée? Eh ben, les utilisateurs de la blockchain, pardi. Chaque transaction, je vous l'ai dit, elle doit s'accompagner d'une petite commission qui va aux mineurs, qui arrive à former un bloc avec. En fait, la commission, elle n'est pas si petite. Pour les transferts d'argent avec Bitcoin, comptez environ 11 centimes par transaction. C'est loin d'être négligeable. C'est plus cher que votre banque pour une transaction nationale, par exemple. Et si Ethereum, c'était une boulangerie, eh ben, la baguette, il coûterait 50 000 € pièce. Ouais, elle est bonne, cette baguette, je dis pas, hein, mais je me demande seulement si ça valait le coup d'étouffer ta grand-mère pour hériter, tu vois. Voilà. Par ailleurs, la valeur de cette crypto-monnaie, elle dépend du montant en vraie monnaie que les acheteurs sont prêts à dépenser pour en acquérir sur les places de marché. C'est la loi de l'offre et de la demande. Aujourd'hui, un bitcoin, c'est environ 600 $. Mais on voit des écarts de valeur de 100% en quelques mois. Et si vous devez monter un business sur la blockchain, il faudra bien planifier vos dépenses, sur plusieurs années probablement. Mais comment on fait avec un marché si volatile? Et puis,
quand on y réfléchit bien, il y a un vrai paradoxe. Si la blockchain, elle supprime les intermédiaires, mais qui va gagner de l'argent avec? Parce que les business models les plus performants aujourd'hui, les plus novateurs, c'est ceux qui créent une position d'intermédiaire. Pensez à Google, qui est devenu notre intermédiaire avec Internet. Tous les exemples de services dont je vous ai parlé tout à l'heure, ils peuvent très bien exister en fait sans éditeur, puisqu'il s'agit uniquement de faire tourner des programmes sur la blockchain qui est publique. Donc, c'est bien pour les individus, parce que en théorie, ils peuvent se passer des intermédiaires, mais si les sociétés n'y trouvent pas de vrai intérêt, ben, quand est-ce qu'on va avoir des investissements intéressants et significatifs sur la blockchain? Et puis j'ai gardé le meilleur pour la fin. Si on compare aux technos du web habituels, la blockchain, c'est affreusement long. Il faut attendre au moins un bloc, je vous l'ai dit, avant d'avoir la confirmation d'une transaction. 10 secondes sur Ethereum, 10 minutes sur Bitcoin. Et en pratique, les spécialistes ils conseillent plutôt d'attendre 6 blocs pour des raisons de sécurité. Ça veut dire 1 minute sur Ethereum ou 1 heure sur Bitcoin. Alors comparé au délai financier où en général les compensations se font à J+1, c'est un progrès, mais par rapport au reste du monde du web, 10 minutes pour valider un formulaire de commande sur un site de e-commerce, c'est quand même une grosse régression. Donc préparez-vous à regarder des spinners toute la journée, c'est quand même le genre d'expérience utilisateur qu'offrent toutes les DApp aujourd'hui. Bon, c'est l'heure de conclure. Vous l'avez compris, se passer d'intermédiaire de confiance, en se basant sur une communauté d'anonymes, c'est une idée révolutionnaire, et si ça peut faire avancer le schmilblick, on se dit, pourquoi pas. Mon opinion, et elle va plutôt à l'encontre de beaucoup de ce que vous pourrez dire par ailleurs, mon opinion, c'est que les coûts l'emportent encore, et de loin, sur les bénéfices. Parce que la blockchain, c'est une grosse usine à gaz. C'est aussi un passe-droit impossible à réguler et à sécuriser. Et en sens, la blockchain, elle nous pousse vers une société ultralibérale. C'est un outil déshumanisé qui considère l'empathie et la compassion comme des quantités négligeables dans les rôles d'intermédiaire. À mon sens, il vaut mieux le cantonner à des cas d'utilisation très précis. Bitcoin en est un exemple, mais il n'y en a pas 50 autres. Et comme on a une certaine expertise sur la blockchain, on nous a consulté pour plusieurs projets d'innovation qui se basaient sur cette technologie. Et en y regardant de plus près, tous ces projets devaient s'exécuter sur une blockchain privée. Une blockchain privée, c'est une blockchain qui est accessible uniquement à des tiers de confiance. Vous voyez le paradoxe? Alors la blockchain, est-ce que c'est vraiment une fausse bonne idée? Il y a un intermédiaire dont je n'ai pas parlé, et qui lui a vraiment besoin d'un bon coup d'innovation, c'est l'élu. Nos démocraties, elles sont malades du clientélisme et de la professionnalisation de la vie politique. Le résultat, c'est des gouvernants qui se disent incapables de changer la société, qui font des promesses sans les tenir, des extrêmes qui montent. Et si on inventait un gouvernement décentralisé, où les engagements des élus seraient garantis par smart contracts et impossibles à répudier? Et si on rétablissait la confiance là où on en a le plus besoin dans notre avenir? Eh bien, croyez-le ou non, mais ça existe. BitNation, c'est un gouvernement décentralisé sur la blockchain. Il fournit des registres de naissance, il fournit des cartes d'identité, des cartes de paiement, il finance même une agence spatiale. L'initiative, elle est encore balbutiante, mais elle est là. Et elle annonce la reprise de contrôle de notre futur collectif, sans nous défausser de notre responsabilité citoyenne sur des intermédiaires. La blockchain, c'est peut-être la relève de la démocratie déclinante, et rien que pour ça, je suis prêt à parier dessus. Je vous remercie. Est-ce qu'il y a des questions dans le public? Est-ce qu'il y a déjà des gens ici qui ont fait des projets avec la blockchain? Je vois 2 mains se lever. 3. Est-ce qu'il y a des gens qui ont envie de faire des projets sur la blockchain après cette présentation? Pas de questions? Ah, là-haut, question. Allô.
Oui, bonjour. Déjà, merci pour la conférence très intéressante et très animée. Merci. Ma question elle va peut-être être basique, mais le tiers de confiance, il garantit non seulement l'échange, mais également la confiance en la personne A et la confiance en la personne B. Là, j'ai l'impression que la blockchain garantit l'échange, mais pas finalement qui est A et qui est B vraiment, qui est Alice et qui est Bob. Donc si Alice est une criminelle notoire, elle peut se présenter comme une personne normale, mais finalement être un usurpateur, enfin pas un usurpateur, mais disons un criminel sans que la blockchain puisse valider la pertinence que cette personne a à échanger sur ce réseau. Alors oui et non. Je vous l'ai dit, la cryptographie asymétrique, elle permet la signature des transactions et chaque compte, chaque porte-monnaie est associé à une clé privée et donc on ne peut pas usurper le porte-monnaie de quelqu'un d'autre. Donc si vous voulez faire une transaction avec quelqu'un que vous connaissez, cette personne a la clé privée, donc vous saurez que ça vient d'elle parce que vous connaissez sa clé publique. Pardon. Donc on ne peut pas effectivement usurper l'identité de quelqu'un. En revanche, la plupart des transactions notamment sur le réseau Bitcoin, est totalement anonyme. Et d'ailleurs, une personne n'a pas une identité, elle en a en général une pléthore, et on multiplie les portefeuilles, ne serait-ce que pour brouiller les pistes aussi. Malgré tout, tout ça est tout à fait traçable. Ça veut dire que quand quelqu'un vous paye un Bitcoin, vous êtes capable de tracer l'origine de ce Bitcoin sur toutes les transactions qui l'ont concerné jusqu'à sa création, depuis sa création. Et toutes ces transactions, c'est avec des hashes, avec des identifiants anonymes de portefeuille, mais on arrive, comme chaque transaction est géolocalisée et datée, on arrive à dessiner des profils des gens. Donc il n'y a pas un vrai anonymat, même s'il n'y a pas une vraie identité des gens, mais ce qui est sûr, c'est que l'identité cryptographique, elle est garantie. Voilà, je ne sais pas si ça répond à votre question. Bonjour. Pourquoi une probabilité aussi faible de création de blocs? Vous disiez 0,0000. Et pourquoi un temps aussi long pour créer des blocs, sachant que vous disiez 10 minutes d'un côté et 10 secondes pour vous? Qu'est-ce qui... Alors, pourquoi une probabilité aussi faible? C'est parce qu'il y a plein de gens que ça intéresse de le faire, si vous voulez. Sur le réseau Bitcoin, par construction, il y a un bloc toutes les 10 minutes. Ça a été décidé comme ça au début. C'est par conception. Un bloc toutes les 10 minutes, quel que soit le nombre de nœuds dans le réseau. Et comme miner des bitcoins, c'est intéressant financièrement, il y a plein de gens, plein de nœuds qui sont rajoutés uniquement dans l'objectif de miner du bitcoin. Et donc il a bien fallu conserver cette durée de 10 minutes, et donc on a diminué la probabilité d'en trouver. Et là où je vous disais 10 minutes, 10 secondes, en fait c'est deux implémentations différentes de la blockchain. Bitcoin est une implémentation de la blockchain, Ethereum est une autre implémentation de la blockchain avec des règles différentes, et notamment le temps de formation d'un bloc. 10 minutes pour Bitcoin, 10 secondes pour Ethereum. Oui. Oui. Merci pour la présentation. Est-ce qu'il serait imaginable d'inventer un système de blockchain qui serait compatible en fait avec le droit à l'oubli, que volontairement tout le monde se mette d'accord pour oublier les vieilles transactions et repartir d'une sorte de snapshot à un certain état, oublier les transactions volontairement? Et est-ce que ce serait possible, envisageable techniquement et tout en garantissant la sécurité évidemment? Eh ben, je ne pense pas, parce que le principe c'est que les transactions elles échangent de l'argent qui doit être retracé jusqu'à sa création. Si vous n'êtes pas capable de retracer la première émission de la crypto-monnaie depuis sa création, bah, vous ne pouvez pas garantir que la personne elle a cet argent et que donc elle est qui elle veut être. Ceci dit, est-ce que c'est possible de créer une blockchain qui fait des trucs un peu différemment? En fait, la réponse est peut-être oui, parce que des implémentations de la blockchain, je vous ai parlé de Bitcoin, d'Ethereum, il y en a plein. Il y en a aussi plein qui sont mortes pour des trous de sécurité qui ont provoqué des scandales terribles, parce qu'en fait, je vous l'ai dit, le sujet, il est très complexe. Et avant de le faire bien,
ben vous avez 20 fois le temps de vous faire hacker et de vous faire aspirer l'ensemble des monnaies que vous avez émises, qui valent rien tant qu'elles ne sont pas cotées sur une place de marché, mais dès qu'elles sont cotées, ça intéresse des gens et a fortiori des hackers. Donc, est-ce que c'est possible? Ça me semble pas forcément. Peut-être que ça existe déjà, il faut voir sur toutes les implémentations de blockchain qui ont été faites. Après, j'en saisis pas bien l'usage. Le droit à l'oubli. Ok. Une dernière question? Alors on est juste. Il me reste à vous remercier. Bon après-midi.